Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, comme programmé, nous allons recevoir donc Monsieur Kidiba, Monsieur Samuel Kidiba. Et le sujet de la conférence aujourd'hui, c'est donc la justice coutumière en pays Congo, hier, aujourd'hui et demain. Monsieur Kidiba, je vais vous laisser vous présenter à nouveau auprès en tout cas de nos euh, auditeurs qui ne vous connaissent pas encore. Et ensuite, bah, on vous écoutera. Ok, merci Monsieur Foulélé. Je suis Samuel Kidiba. Je suis du Congo-Brazzaville et spécialiste en gestion du patrimoine culturel et je suis muséologue. Et aussi, je m'occupe aujourd'hui, je suis au cabinet de Madame le ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs comme conseiller au patrimoine et aux archives. Mais avant tout cela, j'ai été enseignant des civilisations africaines à l'université Marien Ngouabi, pratiquement pendant plus de 15 ans. Et après, j'ai été aussi directeur général du patrimoine et des archives au ministère de la Culture et des Arts. J'ai aussi été directeur de cabinet dans ce même ministère, directeur du musée national, directeur de l'école de peinture de Poto-Poto. Et en international, j'ai été membre du comité scientifique de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle qui a pour siège Yaoundé au Cameroun. Et j'ai terminé ma carrière en international à l'École du patrimoine africain que j'ai dirigé pendant 5 ans. Et cette école s'occupe de la gestion, de la formation des spécialistes en gestion du patrimoine euh, dans les pays lusophones, anglophones, pardon, lusophones, francophones et hispanophones. J'ai fait valoir mes droits à la retraite depuis le 18 juillet 2021. Voilà pour la brève présentation, Monsieur Foulélé. Merci, merci. Donc, comme je l'ai annoncé, le thème, hein, je rappelle, donc c'est la justice coutumière en pays Congo d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Monsieur Kidiba, je vous cède la parole et je pense qu'on peut commencer donc la conférence. Merci beaucoup, une fois de plus, aux éditions Essibla qui me donnent toujours l'occasion de dire les modestes connaissances que j'ai et des petites recherches que je fais souvent sur le terroir Sundi et Congo. Et je remercie une fois de plus donc la, la- les éditions Essibla. Aujourd'hui, donc ma communication porte sur la justice coutumière en pays Congo, hier, aujourd'hui et demain. Alors, en introduction, d'abord, avant cela, je dirais que cette communication sera présentée sur trois aspects. Il y aura d'abord quatre aspects, disons. Il y a l'introduction, et puis le petit 1, l'organisation sociale Congo, émanation du pouvoir clanique, lignagé royal. Le 2, c'est le Nzonzi, juge, avocat, médiateur, maire. 3, la justice coutumière Congo aujourd'hui. Et en guise de conclusion, je vais terminer par la justice Congo pour l'avenir. En introduction, il faut dire que au pied de cette communication sur la justice coutumière se trouvent plusieurs raisons. D'abord, il y a l'envol et l'éloignement inexorable du temps, l'effroyable infidélité de la mémoire, l'absence d'une documentation authentique et l'inexistence et la disparition des lieux d'initiation à la pratique du droit coutumier Congo, le Bunzonzi. Et aussi, la dernière raison, c'est ma pratique quotidienne de la dite loi coutumière en tant que Nzonzi ou Mpovi. C'est-à-dire que à mes heures perdues, je me fais Nzonzi, je me fais avocat ou maire ou médiateur traditionnel. Cette communication aussi se nourrit des autres pratiques ou systèmes judiciaires des cultures africaines dans lesquelles j'ai mené des petites enquêtes. J'en ai mené chez les Fonds au Bénin, où le pouvoir coercitif formait l'une des attributions du roi, c'est-à-dire que c'était une exclusivité du roi à Abomey.
excepté les agolicans, qui étaient des délégués provinciaux qui pouvaient juger les différends et les litiges sans importance. Personne ne pouvait s'imposer juge initié personnellement par la vengeance d'une injure. Le roi seul pouvait juger et punir. Une partie de la cour figurait aux assises, parmi lesquelles le Migan, qui était en fait le ministre de la Culture et qui tenait le glaive à sa main. Il se chagrinait lorsqu'une condamnation capitale se faisait trop longtemps attendre. Le Migan était donc le ministre du culte et exécuteur des hautes œuvres, ministre de la Justice. Et les Zounons, têtes couronnées, les sages de Porto Novo, comme on les appelle donc, choisis sur les critères bien établis, étaient les membres de la Cour de la justice du royaume. Au Cameroun, le Ngoun est une cour suprême qui peut destituer le roi. Le Ngoun avait le droit de juger, condamner, punir et récompenser. Bien que de nos jours, euh, son pouvoir soit réduit, il demeure une force de rassemblement au royaume Bamoun. Chez les Bassa du Cameroun, le MBOC est cette institution qui organisait la société. Elle avait à sa tête les Bambombok, conseil des plus vieux sages. Au Mali, la charte du Kourougan Fouga, du Mandé, qui date depuis le XIIIe siècle dans l'ancien empire du Mali, cette charte, je dis, date de 1240, est un condensé des règles du droit des peuples sous la gouvernance de Soundiata Keïta, son fondateur, le fondateur du dit empire. Les Gachacha, tribunaux populaires du Rwanda, ont été placés au service de la longue marche vers la réconciliation des populations du Rwanda après justement la catastrophe qui est arrivée dans ce pays, le génocide rwandais que nous connaissons. Au Congo-Brazzaville, les peuples Ngala, voisins des Congo, nous avons les Kani, les Touéré, c'est à la fois le seigneur et le juge. Le Kani ou le Touéré, c'est en même temps le seigneur et le juge. Il est le chef au Konzi, le guide moral, juridique et politique. Le balai lui sert donc au juge traditionnel Ngala comme étant un maillet. Et quiconque voudra dire la vérité avait pour devoir de tenir ce maillet pour dire la vérité, rien que la vérité. Au royaume Téké, toujours au Congo-Brazzaville, en RDC et au Gabon, le roi, le roi Makoko, qu'on appelle en même temps Onko, tient ses pouvoirs de 12 Nkobi, c'est-à-dire les Nkobi, qui sont au nombre de 12, tous croient en Kwembali, et qui est une sorte de code moral, une philosophie morale et politique. C'est en même temps une idéologie. Cette brève présentation de la littérature judiciaire des peuples d'Afrique me permet de passer à l'objet principal de notre intervention. Comment se pratique la justice chez les Congos? J'attaque ainsi le premier point de mon intervention, l'organisation sociale Congo, émanation du pouvoir clanique lignagère royal. Le triptyque moral, pouvoir et soumission, constitue l'axe angulaire de la solidité de l'ordre social Congo et même de toute l'Afrique. La justice traditionnelle, mode de régulation sociale, réfère au droit coutumier avec tous ses adjuvants qui sont visibles, invisibles, humains ou matériels. On ne peut pas donc, dans les coutumes Congo, dans le droit coutumier Congo, essayer, penser à une justice sans tenir compte du visible et de l'invisible, des humains et ou bien du matériel. Pour son efficacité permanente et irrévocable, le système judiciaire traditionnel congo-africain fait recours à la sagesse africaine, fait cette sagesse africaine qui est une sorte de philosophie, une doctrine morale qui peut se définir comme une qualité d'un individu faisant preuve de droiture, de moralité, de sûreté,
de maîtrise de soi, de modestie, de respect des esprits des ancêtres et de la morale populaire. C'est ainsi la justice sociale. Alors, la personne, donc, ce sage, qui est issu du système d'une structure familiale matriarcale sur les Congo, sur le Louvila. Donc, la famille matriarcale repose sur ce qu'on appelle le Louvila, qui est un lignage élément plus large que le Kanda, qui est une famille maternelle. En clair, l'enfant Congo appartient au Kanda, à la famille de sa mère. Ainsi, la descendance est clairement établie. Pour le père, l'enfant, qu'on appelle en Congo Mwanambuta, qui peut jouir de l'héritage paternel, appartient directement au clan de sa mère. Et donc cet enfant, malgré tout cela, peut jouir de l'héritage paternel. C'est pourquoi il y a des proverbes qui disent c'est-à-dire que le fils, tout comme le petit-fils du père, peut jouir de l'héritage paternel. Un autre proverbe dit Tata moyo handalemba, c'est-à-dire que pendant que ton père vit encore, il faut profiter pour apprendre un métier, sans quoi, après sa mort, le soutien sera difficile. Cet enfant a une pleine jouissance de l'héritage du frère cadet aîné de sa mère, Ngwankasi ou oncle, comme on l'appelle, oncle maternel ou Mamankasi. Par conséquent, le pouvoir d'un père dans la succession revient de droit au fils de sa sœur. C'est-à-dire que moi qui dis bas, si je laisse un héritage, l'héritier direct sera les enfants ou les filles de mes sœurs, de mes grandes sœurs ou de mes cadettes. Au Congo d'Iantotila, le roi s'entourait d'un aéropage de personnalités dotées d'une certaine connaissance avérée des droits sociaux, des traditions et la maîtrise de la langue Congo. Ils étaient des notables, des têtes couronnées, des Nzonzi ou Mpovi. Ils étaient aussi des Fumu de Makanda, c'est-à-dire que ceux qui descendaient des différents clans qui étaient en Banza Congo là-bas. Le roi ne pouvait pas légiférer seul. Il avait toujours autour de lui les Nzonzi, les notables, les têtes couronnées, comme je venais de le dire, et qui étaient des conseillers pour lui dans la gouvernance des différents problèmes de la société. Alors, il faut dire que pour le cas précis de ces juges qui étaient invoqués, pas tout le monde, mais en fait ceux qu'on appelait les Nzonzi ou les Mpovi, ceux qui étaient des juges traditionnels, ils passaient toujours par la société ésotérique initiatique du Lemba. C'est une sorte d'initiation qui était ainsi obligée par lequel ceux-là devraient passer. Ils étaient des différents Makanda. Donc, ceux qui entouraient le roi venaient des différents Makanda. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais que le pouvoir avait une ascendance plus maternelle. C'est-à-dire que celui qui pouvait être un Fumudikanda ou Fumumakanda était forcément, appartenait à un lignage matrilinéaire. Le Lumbu, sorte de case commune, lieu de rassemblement, de règlement, de conflit, était le cadre indiqué pour tout acte royal nécessitant la morale publique. Aujourd'hui, on peut l'appeler le Mwanzu, Mwanza, Umbongi ou Mulebe selon les différentes langues que nous avons ici dans l'ère culturelle Congo. L'organisation sociale Congo est liée à la justice qui est lié à la justice s'appuie sur les lois coutumières qui sont observées prioritairement par les Nzonzi ou Mpovi qui jouent le rôle de juge, d'avocat, de maire ou de médiateur selon le contexte. Et cela me permet de chuter sur le Nzonzi. Le Nzonzi, comme je viens de le dire, peut être vu, on l'appelle sous d'autres cieux, notamment en Angola, comme étant un Mpovi. Le Mpovi, c'est celui qui a la parole facile, qui peut parler. Il est donc pris comme juge, avocat, maire ou médiateur selon le contexte. Il est connu dans la société Congo comme détenteur de l'histoire des clans Makanda. Il maîtrise l'art oratoire, les proverbes,
les chants, la jurisprudence, savoir retenir l'attention de son auditoire. C'est-à-dire que il était, euh, jusqu'aujourd'hui, pas il était, mais il est obligatoire à un zonzi qui peut jouer le rôle d'avocat, de maire, de médiateur, selon le contexte, comme je l'ai dit. Il doit donc avoir la maîtrise de la jurisprudence des faits qui étaient déjà jugés. Ça peut être un fait lié à des conflits de terre, à des funérailles, à des problèmes d'assassinat, ainsi de suite. Et c'est donc, il faut mentionner ici les qualités du Nzonzi. Le professeur Ngoingala, je vais le citer, qui fait découvrir une vertu qui parle de Nzonzi, dit, fait découvrir une vertu de justice propre à ce juge coutumier. Il le traite comme étant un historien sophiste qui est capable de l'artifice ébouriffant du langage, de démontrer la culpabilité de l'innocent et l'innocence du coupable. Il joue dans la société un rôle de premier ordre. C'est un personnage simplement considérable. Fin de citation. Dominique Ngoingala, paix à son âme, a été un des historiens éminents de l'université Marien Ngouabi, ici à Brazzaville. En le disant, ça veut dire que le Nzonzi Umpovi est censé maîtriser l'art oratoire, comme je disais, le beau au nom du goût, du verbe, de la bonne expression et donc l'élégance. Il doit avoir la maîtrise de la loi coutumière, c'est dire, comme dit Nicolas Boileau, inspiré par Horace, que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent avec aisance. Il est dit donc que si vous voulez être un zonzi, vous voulez être un povi, il faut avoir l'art oratoire, la maîtrise des proverbes, des chants, comme je disais. En effet, le Nzonzi Umpovi l'est en ayant la maîtrise des faits et de la langue du terroir. Il intervient à plusieurs occasions. Les conflits de terre qu'on appelle en Congo Mikanusi, l'adultère ou l'infidélité qu'on appelle Bouyangi, les funérailles, ma foi ou le foi, les mariages ou makwela, etc. Donc, voilà des situations pour lesquelles on fait recours au Nzonzi dans l'ère culturelle euh, Congo. Au beau vieux temps de l'Afrique précoloniale, le Nzonzi Umpovi passait par le cercle initiatique, des cercles initiatiques comme le Lemba et le Kimpasi, qui obligent probité morale, discrétion, réserve, éthique et respect des lois coutumières. Et on dit souvent en Congo, Miakulemba, Miateoko, c'est-à-dire ce que vous avez vécu dans ce cercle initiatique qui est le Lemba ou le Kimpasi, ça ne se dit pas au grand jour, mais ça vous oblige au secret, ça vous oblige à la discrétion, à la probité morale. J'arrive au troisième point de mon intervention, la justice coutumière aujourd'hui, la justice coutumière Congo aujourd'hui. Eh bien, là, j'étais dans une situation un peu du passé, donc dans le royaume Congo, et j'ai décrit ce que devrait être le, 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 la justice coutumière avec les Nzonzi ou le Mpovi. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de la justice coutumière Congo? Dans plusieurs villes du pays, des pays Congo, la justice se pratique encore avec une certaine manière assez moderne. Une exigence existe dans beaucoup de cas sociaux qui commandent les lois coutumières. Ça peut être les funérailles, célébration des mariages coutumières, les conflits de terre. Les Nzonzi sont appelés à la rescousse. Avant tout autre mariage religieux, par exemple, il y a un cas comme ça au Congo-Brazzaville, on ne peut pas accepter la célébration des mariages modernes sans d'abord au préalable faire un mariage coutumier. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des réminiscences culturelles qu'on observe qui témoignent encore d'une connaissance d'appartenance à une souche culturelle lointaine
Mbanza Congo ou le Congo d'Antutil. Et quand vous assistez jusqu'aujourd'hui à ces célébrations de mariage, à ces règlements de conflits, à ces problèmes de funérailles et autres, les proverbes, les anecdotes, les chants profanes ou religieux sont toujours fredonnés par les Nzonzi ou l'Impovi. Pour les cas de conflits terriens, les sages et autres détenteurs des origines des clans ou des Makanda interviennent toujours. On fait toujours recours aux sages qui sont détenteurs des histoires des clans ou des limites même des terres. Parce que effectivement, jusqu'aujourd'hui, moi je suis Mwanan Sundi, c'est mon clan, le clan de mon père, Mfumun Sundi en même temps. Ma mère est du clan Sundi, mon père aussi est du clan Sundi. Mais chaque clan a ses terres et donc on a des frontières avec d'autres clans et nous sommes limitrophes avec d'autres clans, ce qui permet donc aujourd'hui à dire que chaque clan a toujours un lopin de terre qui a des limites avec d'autres clans. Toutefois, la justice judéo-chrétienne prend de plus en plus la vedette en foulant aux pieds la loi coutumière. Le juge dit moderne est en effet un analphabète des savoirs endogènes propres aux traditions Congo. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? De plus en plus, vous verrez qu'un juge qui peut aller trancher un conflit de terre, par exemple, étant entendu qu'il ne connaît pas ce que c'est que les Makanda, étant entendu qu'il ne connaît pas ce que sont les limites des terres, eh ben, il va appliquer une loi qui ne s'adapte pas aux réalités antérieures. Les Makanda, chaque Kanda a justement ses terres, comme je l'ai dit. Mais étant entendu que notre juge ou notre avocat ou un procureur qui descend dans une localité pour dire le droit, il ne dira que le droit qui est importé, qui vient d'ailleurs, un droit qui ne s'adapte pas à la réalité actuelle, aux réalités Congo ou aux réalités africaines. Et donc ça pose problème. Mais alors, je peux dire que jusqu'aujourd'hui, la loi coutumière Sundi est très, très visible sur le terrain. Comme conclusion, je parle de la justice coutumière Congo à l'avenir en disant que l'étude du droit coutumier peut répondre non seulement à une vive curiosité intellectuelle, mais elle permet, donc cette étude peut permettre en même temps à une meilleure connaissance de l'homme, l'homme avec H. On ne peut pas prétendre aujourd'hui dire un droit si vous ne connaissez pas le passé de la personne que vous jugez. Notamment, comme j'ai dit, ça peut être des conflits de terre. Si vous n'avez aucune connaissance, vous ne pourrez jamais rendre une justice digne de ce nom. Ça veut dire que la connaissance de la coutume, la connaissance des lois coutumières s'impose à nous, surtout à un moment où l'Afrique est au tournant, l'Afrique est au carrefour, l'Afrique devient aujourd'hui ce continent qui est beaucoup prisé par beaucoup d'autres continents. Et donc, cette connaissance de l'homme Congo et Bantou, pourquoi pas africain, dans sa définition de nouveaux citoyens du monde, la connaissance de son passé s'impose. Dans le cas précis de la justice Congo, il faut que le droit coutumier s'enseigne dans nos facultés de droit et pourquoi pas dans les autres sciences humaines. Aussi, la connaissance des sciences juridiques orales du passé, avec tous les progrès qui sont les nôtres, deviennent une raison pour que nous puissions protéger avec une connaissance de nos réalités tout ce que nous avons comme terre, tout ce que nous avons comme patrimoine immobilier. Voilà, Monsieur Foulélé. Mais en passant, je dois dire que je suis en train de conclure un livre sur le système judiciaire Congo, un livre que j'espère bien sera édité par les éditions Cibla, pardon. Je suis donc en train de conclure cet ouvrage dont les éléments seront envoyés aux éditions Cibla. Donc, et en dehors de ça,
nous avons écrit avec le professeur Jean-Félix Eyekoka, nous avons participé à, à un colloque qui avait pour thème Valeurs Congo, spécificité et universalité. C'est depuis l'année 2013. Et là-dedans, nous avons une communication commune avec le professeur Yekoka, qui est de l'université Marien-Ngouabi. Merci et à bientôt, Monsieur Fouleli. Merci beaucoup, Monsieur Kidiba. Merci beaucoup. Euh, alors, très intéressant, très intéressant. Monsieur Kidiba, vous, justement, vous avez écrit un ouvrage sur les proverbes. Oui, Et ma première question, avant de voir également les invités qui sont là, s'ils ont des questions, ma première question, j'en aurai d'autres hein, aussi, mais déjà concernant la justice. oui. Comme vous avez écrit, on sait à quel point les proverbes ont une grande importance dans les sociétés africaines. Euh, et vous, vous avez donc écrit un ouvrage qui a été publié chez Sibla. Euh, Quel rôle les proverbes jouent justement dans la justice? Merci beaucoup, Monsieur Fouleli. Tout à l'heure, dans mon exposé, je disais que le Nzonzi Umpovi, ou même un notable quel qu'il soit, doit être capable de maîtriser l'art oratoire. Et dans l'art oratoire, j'ai insisté sur le patrimoine culturel immatériel, dont les proverbes. Dans l'ancien temps, Monsieur Foulélé, quand vous écoutez les Nzonzi, il ne se passe des messages à travers les proverbes. Ça peut être pour amuser la galerie, ça peut être pour mettre, pour calmer le jeu, ça peut être pour faire passer un message qui est lié à l'éducation de la masse populaire. Tout à l'heure, j'ai pris des exemples. Ça pouvait être un conflit de terre, mais le conflit de terre qui se pose dans un cas bien précis, avec les enfants, je prends un cas comme ça là, avec les enfants ou contre les enfants, dont les pères pensent que, ou certains pères pensent qu'ils ne peuvent pas jouir des terres de leur côté paternel. Parce que j'ai dit que dans la loi coutumière Congo ou dans la culture Congo, l'héritier direct, c'est le neveu de M. Kidiba, qui est né, donc le fils, le neveu qui est né de la cadette ou de la grande sœur de M. Kidiba. Or, un proverbe dit que celui qui peut hériter l'héritage, pardon, peut être le fils ou le petit-fils peut jouir de l'héritage du père ou de son grand-père. Ça dit tout dans nos cultures Congo. Kwedia foi, timwanako mutekolo, tikamwanako mutekolo. Donc ça veut dire que le fils comme le petit-fils de M. Kidiba, même s'ils ne sont pas de mon clan, mais peuvent jouir de notre culture. Et cela, quand ce proverbe est dit, tout le monde devrait comprendre que, justement, cela remonte depuis la nuit des temps. Cela remonte depuis nos coutumes. On peut multiplier le cas de mariage, par exemple. On vous dira toujours qu'il y a des proverbes qui sont liés au mariage pour souder le lien entre épouse et époux. Lorsque vous réglez des affaires, on vous dira par exemple quelque chose comme il faut s'habituer aux mauvaises habitudes de son époux ou de son épouse. Bref, Monsieur Foulélé, il y a plusieurs proverbes qui sont et qui sont toujours cités dans des cas ou des contextes tout à fait précis. Voilà. J'ai bien compris. Dans l'ancien temps, il y avait donc les Kanda, les Makanda qui étaient là. Et alors, de ce que je sache, il y a donc donc ces terres-là étaient souvent gérées par la figure qu'on allait appeler l'oncle, souvent l'oncle maternel. Et si Mhm. l'oncle venait à mourir, bah, bien évidemment, les terres repartaient au sein de la famille maternelle. Et puis, il y avait encore un autre oncle qui allait peut-être reprendre. Mais dans le Voilà. contexte d'aujourd'hui, vous avez parlé de vous, justement, Monsieur Kidiba. Dans Mhm. le contexte d'aujourd'hui, normalement, vous, Monsieur Kidiba, si vous avez en gestion des terres qui appartiennent à la famille,
maternelle oui, en tant oui, qu'oncle, ce sont ces biens-là qui devront repartir au sein de la famille maternelle. naturellement, oui. Mais si vous, Monsieur Kidiba, aujourd'hui, de par, de par votre sagacité, enfin vous-même, vous avez des biens que vous avez vous-même travaillés, qui sont le fruit de votre travail, et non pas d'un bien qui appartienne à la famille, là, à ce moment-là, c'est vous qui décidez par rapport à notre société d'aujourd'hui, à travers un testament. C'est donc vous qui allez décider de qui devra hériter de vos biens. Est-ce qu'on est bien d'accord par rapport à ça? Puisqu'aujourd'hui, il y a cette confrontation de la justice telle qu'on la connaît aujourd'hui et aussi nos traditions. Voilà. Comment on arrive à gérer justement ces cas de figure? Bon, il faut dire que nos sociétés connaissent justement, comme je disais, ce piétinement de la loi judéo-chrétienne. Mais s'agissant des biens qui m'appartiennent à moi, généralement, ce que nous constatons, c'est que, à moins que je prends l'exemple des parcelles, j'ai une parcelle à Brazzaville, une parcelle à Pointe-Noire, dans mon département, ainsi de suite. Généralement, comment ça se passe? On cède une partie aux enfants et à mon épouse, au cas où je décédais. On cède donc une partie, une parcelle ou deux parcelles à mes enfants ou à mon épouse. Mais il y a d'autres aussi qui souvent pensent que, bon, écoutez, chaque membre dans la famille a sa parcelle, a son habitat. On donne tout aux enfants. Mais dans la loi coutumière Congo, ça ne se passe pas comme ça. On n'exproprie pas le droit à madame, ni aux enfants, ni à la famille. Ça reste une gestion plus ou moins collégiale. Mais aujourd'hui, pour me répéter, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut faire un partage. Si vous êtes deux familles qui s'entendent très bien, vous dites, écoutez, l'épouse est restée longtemps avec notre frère, avec notre oncle. Écoutez, avec ses enfants, on peut, à ses enfants et à elle-même, on peut céder un lopin de terre, par exemple. Voilà. D'accord. Alors, Voilà. dernière question et je passerai à ce moment la parole aux invités. Euh, Mm. Y a-t-il des institutions, Monsieur Kidiba, on a parlé des Nzonzi, justement. Mhm. Y a-t-il, je dis aujourd'hui, j'imagine que par le passé, il y avait des Mhm. institutions pour former des Nzonzi. Mhm. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours la même chose? Y a-t-il des institutions qui existent où l'on forme à devenir Nzonzi? Ou alors est-ce que je vais pas dire qu'on s'improvise Nzonzi, mais comme vous l'avez dit, il faut avoir cet art oratoire-là. Est-ce que on est choisi Nzonzi parce que simplement on a estimé qu'on avait justement cette capacité-là, ou réellement il y a des institutions qui forment aujourd'hui, j'entends. Bon, les institutions, ça n'existe plus, mais il y a des institutions qui sont là de fait. C'est-à-dire quand vous avez des cas des conflits de terre, vous avez des cas de funérailles, vous avez des cas des mariages coutumiers, vous avez... Enfin, il y a des cas pour lesquels on est obligé de faire appel à la coutume. Alors, ceux qui sont là, ceux qui ont la verve oratoire, l'art oratoire, peuvent toutefois parler. On ne se choisit pas en Zonzi. Et il faut vraiment avoir ces aptitudes physiques et morales de prendre la parole devant tout le monde. Et toutefois, c'est l'opinion de tout le monde. C'est tout le monde qui dira, écoutez, monsieur Kidiba, il faut toutefois faire appel à lui parce qu'il maîtrise quand même nos coutumes, il maîtrise quand même nos traditions, il a la verve oratoire, il a une certaine sagesse, il est assez posé, il est bon. Bref, c'est comme ça, on vous choisit. Mais sous certains cieux, tels que j'ai parlé des populations Ngala, donc la partie nord du Congo, eh bien, il y a encore des cas d'initiation comme ça. Là. Mais dans le royaume Congo, étant entendu que depuis 1665, il y avait justement la dislocation de ce royaume, eh bien, le Lemba et le Kimpasi ne se pratiquent plus. Mais on a toujours des Nzonzi, ceux qui ont encore, comme j'ai dit, la verve oratoire, ceux qui connaissent le passé, les clans. Il y a des gens aujourd'hui dans nos villages qui connaissent encore les limites des clans parce que on leur a transmis
euh, ce patrimoine immatériel-là par des oncles, par des papas et autres. C'est mon cas, moi, par exemple. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Euh, Madame Tama, je pense que vous souhaitiez, c'est l'occasion, hein, poser votre question à Monsieur Kidiba. Prenez la parole. Oui, vous m'entendez? Bonjour, Oui, je Monsieur vous entends, Président. madame. Bonjour. Merci pour les informations. Alors, la première question, bon, j'ai plusieurs petites questions. Je vais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, qu'on ne s'improvise pas Nzondi. Alors, ma Hum, question, on sait que... je voulais que vous vous présentiez quand même. Qu'est-ce que Ah, vous êtes où? pardon. C'est Oui, quand même bonjour. important, madame. Excusez-moi, oui. D'accord, oui. Alors, moi, je suis Tamara. Je suis actuellement au Canada, mais je suis Mhm. originaire du Congo-Brazzaville. Ah, Et d'accord. je m'intéresse bien évidemment beaucoup à notre C'est ma culture. compatriote Mbote. Beauté, beauté Zéno. Donc, je m'intéresse beaucoup à notre culture, à notre tradition, hein. C'est J'ai très bien grandi ça, c'est très bien. en France, mais j'ai toujours été appelée par ma culture. Donc, je C'est très m'intéresse bien. beaucoup à ce que vous dites et d'où ma présence cette petite conférence-là. Je suis aussi dans l'éducation, beaucoup dans la transmission de nos valeurs. Ma première question, c'était, vous venez de dire justement que on ne s'improvise pas Nzondi, mais Mhm. aujourd'hui, on sait que bon, beaucoup de rôles, on va dire traditionnels chez nous, beaucoup de gens s'improvisent Nzondi. Ma Oui. question, c'est quelle est la, voilà, on n'a pas d'institution, on n'a pas de, il n'y a pas de réglementation. En fait, quelle est la place finalement du Makuku Matatu? Parce qu'on sait que justement, selon notre lignée d'incarnation, on appartenait à un champ, Nzinga, Mhm. Nsaku, Banzu. Les Tout à Nzondi fait. sont normalement dans le champ de Sakou. Mais Mhm. aujourd'hui, les gens s'improvisent Nzondi, s'improvisent leader. Enfin, les gens ne Mhm. sont pas à leur place et les gens prennent la Ouais. place des autres. Qu'est-ce qu'on peut faire ou à votre niveau, je ne sais pas en fait comment les associations s'organisent puisqu'on n'a pas d'institution, comment on peut essayer de rétablir cette structure-là qui a toujours été fondamentale dans notre culture? Parce que c'est ça le Mhm. gros problème aujourd'hui. Les gens ne prennent Mhm. pas leur place et les gens ne sont pas à leur place. Et on voit ce Tout que à ça fait. donne en fait. Exactement. Non, c'est une question très pertinente, ma sœur, parce que, évidemment, je voulais parler de Makuku Matatu, comme vous avez dit. C'est vrai que chaque lignée, selon que vous étiez un Sakou, selon que vous étiez, il y avait toujours. Mais je disais pendant mon intervention que le roi prenait dans chaque kanda les notables, les Mfumu qui venaient l'assister dans la juridiction, dans le traitement des affaires publiques. Et donc, de cette manière, tout le monde qui venait n'était pas forcément des Nzonzi. Non, il ne faut pas qu'il y ait confusion. Tout le monde qui venait n'était pas forcément des Nzonzi, mais c'est des gens qui étaient censés connaître les liens, les problèmes, les affinités, l'histoire des clans, ainsi de suite. Rien que ça peut être un critère aujourd'hui ou même hier pour se prévaloir être Nzonzi. Parce que tout à l'heure, je disais que il y a des contextes. Hein. Pour le mariage, on peut dire qu'on n'a pas, on l'appellerait pas forcément Nzonzi, hein, parce que le Nzonzi, c'est quand il y a par exemple conflit. Vous voyez, on demande la sagesse des uns et des autres, qu'est-ce qu'il faut faire. Et il y a des cas où aussi le Nzonzi devient médiateur. Il y a des cas où il devient maire pour le mariage. Donc, je disais que ce n'est pas forcément un Nzonzi, mais il marie les gens, mais on les appelle Nzonzi quand même. Donc, tout cela, que ce soit les problèmes de conflit, que ce soit le problème de mariage, que ce soit le problème funéraire, que ce soit le problème de partage de biens, ainsi de suite, on les appelle aujourd'hui Nzonzi parce que les critères ne sont pas toujours les mêmes. Mais le critère commun à tous, c'est la connaissance de notre passé, c'est la verve oratoire. Bon, la probité morale, ça, aujourd'hui, ma soeur, vous savez que ça devient un peu difficile de dire à monsieur Kidiba, il est honnête, il n'est pas honnête, il est discret, il est ainsi de suite. Et à Brazzaville, où nous sommes, justement, moi, j'ai vécu ça. Il y a des gens qui, aujourd'hui, se passent pour des Nzonzi, mais en vérité, il y a l'arnaque qui se fait. Et il y a une association des Nzonzi ici qui a été créée, qui essaie de baliser un peu, pour essayer d'encadrer ce que font les uns les autres parce que ce n'est pas que les Congos que nous sommes, mais il y a aussi les parents qui sont Téké, les parents qui sont Ngala, qui sont dans cette association-là. Voyez. Alors, c'est ceux-là peut-être qui peuvent essayer de se dire être régulateurs de cette pratique qu'on appelle
le Bunzonzi chez nous, et chez les autres, les Touéré, ainsi de suite. Mais je ne vois pas comment est-ce qu'on peut réguler, comment on peut. Mais il y a des gens qui tiennent mordicus à garder cette morale-là, telle que ça se passait à l'époque de nos ancêtres, depuis notre nid d'origine, le Congo d'Antotila. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais bon, voilà. Oui, en partie. Et ça fait partie aussi de l'autre chose que je voulais dire tout à l'heure, dont on avait commencé à échanger avec M. Foulé tout à l'heure pendant votre absence. C'était, moi, personnellement, je constate de ma jeunesse, hein, je me rends compte que euh, il y a un clivage, en fait, au niveau de la transmission de la tradition auprès de la jeunesse. C'est vrai qu'on fonctionne beaucoup avec les aînés, etc., qui gardent certaines connaissances, le savoir, mais on se rend compte que depuis notre passé colonial, il y a eu vraiment une fissure et on a du mal à vouloir refaire le pont entre les aînés et la jeunesse pour ces valeurs-là. Parce que Ça, moi, c'est évident. par exemple, le droit, c'est des choses qui m'ont intéressée. J'avais des amis qui étudiaient en droit qui me disaient qu'ils allaient retourner sur le continent. Mais moi, je me disais, mais tu as étudié le droit en France, ça n'a rien à voir avec le droit de chez nous. Enfin, tu vas faire du Pas du tout. copier-coller alors qu'on n'a pas la Pas du même tout. réalité culturelle. Et beaucoup d'entre Exact. nous pensent que c'est comme ça. C'est-à-dire que tu as étudié le droit en Occident, tu vas ramener ça au pays pour l'appliquer. Mais on n'a pas les mêmes réalités. Pas Et du tout. qu'est-ce qui est fait? En fait, il y a sur le pays même, dans le pays, pardon, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour trouver un juste milieu. En fait, je trouve qu'au niveau de l'éducation en général nationale, mais il n'y a pas cette volonté politique-là de réconcilier. Il n'y a rien qui est fait. Donc, et on se rend compte ce que ça donne, l'application de la politique semi-occidentale que nous faisons chez nous, Mm, ça ne marche pas. mhm, mhm. Et Non, tout comment? à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que je ne sais pas à quel niveau je parlais dans ma conclusion. Nous sommes à la croisée des chemins, ma sœur. Nous sommes obligés aujourd'hui de repartir vers notre histoire, de revisiter notre histoire. Nous sommes obligés de faire comme ça. Au cas contraire, on ne pourra jamais s'en sortir. Voyez, en Oui. ce qui concerne, par exemple, les terres, chez les Congos, la terre ne se vend pas. La Mhm. terre ne se... Il est strictement interdit de vendre les terres. Et jusqu'aujourd'hui, moi, je suis de Bokosongo, je suis Sundi de Bokosongo, mais chez nous, jusqu'aujourd'hui, ceux qui osent vendre les terres, c'est des gens qui meurent. Ça, je peux vous citer des cas récents. Il y a un monsieur quelque part qui voulait. Et en plus, quand vous dites des faussetés concernant les limites, par exemple, des clans, mais moi, je ne peux pas dire du mensonge autour d'un autre clan, même de mon clan. Je dois dire la vérité. Ce que j'ai reçu de ma mère, parce que moi, c'est ma mère qui m'a tout dit, et mon père, bien sûr, qui était aussi une Soundi, mais d'un autre village. Donc, quand vous êtes dans une situation comme ça, il faut dire la vérité. Alors, en ce qui concerne donc aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est quoi pour être concret? C'est de revisiter notre système éducatif. Il faut revisiter nos systèmes éducatifs. Et quand je me présentais, je disais que j'ai dirigé l'école du patrimoine africain au Bénin. Et là-bas, nous avons justement des enseignements de ce genre. Nous avons des sorties de classe que nous organisons avec les élèves pour aller se ressourcer dans des musées ou alors des sites qui existent. Et pour le cas de Brazzaville, nous n'avons presque pas de musée, mais au moins il y a des témoins ici, des sites, des monuments euh, qui datent depuis des années. Le fleuve Congo, par exemple, je peux vous dire, c'est vraiment une occasion de dire aux enfants qu'est-ce que le fleuve Congo, qu'est-ce qu'il y a eu comme échange, qu'est-ce qu'il y a eu avec les peuples téquins, ainsi de suite. Donc, à défaut des musées, on peut aller dans la nature. On l'a fait au Bénin. C'est des expériences que nous avons vécues et avec les écoles et l'école du patrimoine africain. Donc, les enseignants et les patrimoniteurs, comme on les appelle, vous allez sur le terrain avec les enfants pour leur dire qu'est-ce que nous avons été et qu'est-ce que nous sommes et à quoi peuvent servir nos traditions pour que nous ayons vraiment un développement durable. Voilà à peu près. Mais il faut revoir, il faut revisiter nos systèmes éducatifs. Voilà. Yeah. J'allais rebondir, mais je laisse peut-être la parole. Non, mais vous, allez-y, profitez, Allez-y, madame. rebondissez, allez-y. D'accord, bah, justement, oui, c'est ça. Il faut révisiter notre système éducatif, mais est-ce que vous constatez une ouverture politique? Quelle est la température un petit peu actuellement par rapport à ces démarches-là, en fait?
Non, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je suis dans la culture depuis pratiquement depuis 2015. J'ai fait valoir mes droits à la retraite en 2021, le 18 juillet. Mais ce que j'avais toujours dit quand j'étais encore en fonction, je disais que ce sont les associations qui doivent faire ce travail-là, qui Mhm, doivent faire non seulement pression à l'État, mais mhm, accompagner l'État dans ce qui se fait. Il faut accompagner l'État. Parce qu'il n'y a pas, dans beaucoup de pays africains, pas seulement au Congo-Brazzaville, mais dans beaucoup de pays africains, moi j'ai fait plus de la moitié des pays africains, mais la chose culturelle, c'est la dernière roue de la charrette, madame. Ça ne dit rien à mhm. beaucoup de gens, et Oui, donc ça devrait être un éveil de toute c'est l'Afrique. ça. Et je Oui. crois que cet éveil-là, à mon avis, a commencé. Suivez ce qui se fait, ce qui se fait, ce qui se dit. Je crois que l'Afrique est aujourd'hui, il y a une obligation. On ne peut plus rien faire. Le vent que nous avons dans le dos nous pousse à Oui, changer nos habitudes, à faire autrement. Voilà. oui, totalement. Merci. Très bien, très bien. Bon, bah, en tout cas, en ce qui me concerne, mon unique question, c'était celle concernant la question de l'héritage et puis les proverbes, le rôle des proverbes justement dans, notamment dans le cas de la justice coutumière. Mhm. Madame Condé, je ne sais pas, peut-être vous avez une question? Non, Madame Condé n'est pas là. Non, ce que je veux dire, j'avais juste, quand on parlait, quand M. Kidibé était parti, c'était cette lueur d'espoir que j'avais cru entendre et qui vient de confirmer que les choses vont se passer, les choses vont bouger dans cette conquête de souveraineté. Et puis, je ne sais pas si Mhm, M. Kidiba le sait que en Côte d'Ivoire, quand le problème des terres, le problème des terres s'est posé parce que les Ivoiriens avaient vendu les terres à des Burkinabés, même à des Français, des Européens. mhm, Et après, quand il y a eu des problèmes d'emploi, et on demandait aux jeunes de retourner au village, refaire les mhm. plantations, et ils n'avaient plus de terre. Tout Donc, à les fait. membres de l'Assemblée nationale, les députés sont allés dans les villages pour voir coutumièrement comment ce problème devait se régler. Et Mhm. justement, ce qu'il en est sorti, c'est qu'on ne vend pas les terres. Dans le droit coutumier, on ne vend pas les terres. Et il y a Non. une loi qui est sortie et qu'on demandait à toutes ces personnes, on leur a donné 90 ans, je crois, et qu'au bout de ces 90 années, les terres devaient revenir aux populations autochtones. Et ça a été l'une des raisons de la guerre de la France pour, et je suppose que cette loi-là n'est plus valable. Donc, effectivement, les choses vont bouger, effectivement. Monsieur Non, Kili, courant de ce oui, qui s'était passé en Côte d'Ivoire pour la non, résolution des problèmes de terre. non, non, madame. J'ai travaillé Bon, avec des collègues ivoiriens, mais ivoiriens, ivoiriennes, mais je n'avais jamais eu voilà. vent de cette information-là. Voilà, au niveau de l'Assemblée nationale, ça s'était passé. Mm. Mhm. Non, mais moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je crois qu'au niveau où nous sommes, euh, on ne peut plus faire autrement que de revoir nos coutumes qui n'ont pas que des bonnes choses. Mais déjà, au niveau de la gestion des terres, il n'y a rien à faire. Dans la plupart des pays africains, il est interdit de vendre les terres. Faire louer, oui, mais alors là aussi, c'est assez difficile. Il faut faire louer, d'accord, mais pour un temps. Parce qu'en matière de gestion du patrimoine, il y a la prescription trentenaire. Quand quelqu'un reste 30 ans sur vos terres, il fait valoir cette loi-là pour dire, bon, j'occupe votre terre parce que durant 30 ans, vous n'avez pas levé le petit doigt pour dire, vous êtes sur mes terres. Bon, ça, c'est des imposteurs qui font comme ça là. Mais en vérité, il est strictement interdit de vendre les terres dans le contexte bantou, sinon dans le contexte africain. Voilà. Très bien, très bien. Bah écoutez, Je voulais, pardon, allez-y, je allez-y, n'étais je vous pas en là au prie. début pour la présentation de Monsieur Kidiba, mais je serais intéressée par ce que vous avez dit. Euh, vous parlez du fait que les associations, enfin la promotion culturelle qu'on fait pour essayer Mm. de ramener un peu la jeunesse, les enfants dans les coutumes. Euh, Moi, je suis dans l'éducation et je voulais savoir, en fait, est-ce que vous avez des exemples, qu'est-ce qui se fait
concrètement, par exemple au Congo ou ailleurs, pour, euh, pour illustrer ce que vous avez dit, en fait? C'est quoi, en fait? C'est Bon, les associations ils vont dans les écoles et ils organisent des journées. C'est quoi, en fait, concrètement? bon, c'est surtout les écoles privées, hein. Les écoles privées qui organisent souvent des sorties dans des ateliers, par exemple de peinture, à l'école de peinture de Poto. Je ne sais pas si vous connaissez cette école-là. Les élèves font des sorties qui viennent voir comment est-ce que les artistes créent, comment est-ce que les artistes travaillent, comment est-ce qu'ils s'inspirent d'où vient leur inspiration, ainsi de suite. Bon, ici, la société civile en tant que telle, elle n'est pas trop active. Elle n'est pas vraiment active parce que ce qui se fait, c'est, 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 c'est pas ça, quoi. Mais en Afrique de l'Ouest, où j'ai été au Bénin et dans certains pays, au Burkina Faso par exemple, il y a des associations qui font pression à l'État, comme le cas qu'a évoqué ma sœur de Côte d'Ivoire. C'est des associations qui se lèvent pour dire ça ne doit pas être ça, et puis voilà. Mais ici, je n'en connais pas. Mais par contre, moi, j'étais directeur du Musée national du Congo. Nous avions travaillé avec des écoles qu'on faisait venir dans les musées. Au musée, on avait fait une exposition au centre-ville. Les enfants sont arrivés, on leur a expliqué c'est quoi un masque, c'est quoi un instrument de musique, c'est quoi à partir de tel bois on a fait ceci. Et on leur expliquait en fait quel rapport y a-t-il entre la fabrication d'un bien culturel en bois et la conservation de la nature. On leur Mhm. disait que depuis nos ancêtres, on a eu toujours l'esprit de conservation de la nature parce que on ne coupait pas n'importe quel bois pour Mhm. fabriquer pardon, un masque ou un tambour ou je ne sais quoi. Et Mhm. ça, nombreux ne le savent pas, ma soeur, que nos ancêtres avaient déjà cet esprit de Oui, conservation de la nature. Et si effectivement. vous lisez le texte qui date de 1240, du XIIIe siècle que j'ai cité, le Kurugan Fugan, qui est un texte qui date depuis le XIIIe siècle. Et là-dedans, Sundiata Keita évoquait déjà ces aspects liés au respect de l'environnement. Vous Oui, voyez? oui. Donc, c'est ça que nous devons dire à nos enfants. Un enfant qui arrive au musée, il Mhm. ne suffit pas de lui dire, bon, ça c'est un masque fabriqué par les Teke, les Sanga, les Vili. Non, ce n'est plus ça. C'est dépasser ça. Mais pourquoi? À quoi ça a servi? Le choix de la matière même, Mhm. à Oui, ça quoi à quoi a servi? Pourquoi on a choisi tel bois, pas un autre? Et puis avec les forêts sacrées. Quand vous arrivez dans une forêt, jusqu'aujourd'hui, il y a des forêts sacrées chez nous, où quand Mhm. vous arrivez, vous prenez ce que vous allez chercher. Si vous en prenez deux, vous perdez la route. Il faut qu'on vienne vous chercher. Voilà des cas, par exemple, de conservation de la nature. Et moi, j'ai eu à faire un texte comme ça avec l'école du patrimoine africain. Je crois que c'est au Mali en 2003 ou 2004 par là. J'avais intitulé ma communication Les forêts sacrées, une autre forme de conservation de la nature en Afrique, cas du Congo-Brazzaville. Eh bien, ça a été très bien compris par une université américaine qui m'a cité pour dire voilà que l'Afrique, depuis longtemps, avait pensé à Mhm. conserver la nature. Voilà. Oui. Je comprends totalement ce que vous dites et ça me parle parce que justement, je fais de l'éducation et de la sensibilisation en environnement. Et je me rends compte justement que, parce que comme je suis en Occident, on fait beaucoup la promotion du zéro déchet, la réutilisation, des choses comme ça. Je dis, mais on fait ça déjà chez nous, en fait. C'est des choses que en Afrique, on connaissait déjà. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est perdu parce que, bon, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées par là, mais on connaissait déjà la préservation de l'environnement. Le mode de Bien vie sûr, que nous avions était éco-responsable, en fait. C'est des tout choses à qu'on fait. connaissait déjà que nous avons juste perdues. Et même nous-mêmes, on n'est pas conscient de ces choses-là. On pense que, Non, non. en fait, on ne sait pas. On ignore beaucoup de choses encore. Ouais, c'est vrai, exactement. Mais le temps nous interpelle aujourd'hui. Il faut qu'on Oui. reparte à ça, et sinon, bon. Mm. Mais on a beaucoup formé, hein, on a beaucoup Oui. formé des gens à l'école du patrimoine africain. Nous sommes dans un grand réseau Mhm. dans tous les pays d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, partout, même dans le Maghreb. On travaillait avec des amis égyptiens, marocains, sur ce Mhm. genre de questions, pour ne pas toujours qu'on dise que l'Afrique n'avait jamais eu Oui. toutes
cette manière de conserver la nature. Si, il y en a eu. On a Ouais. commencé depuis nos ancêtres. C'est Voilà. l'école du patrimoine africain. Je pourrais retrouver les informations parce que ça m'intéresse ce qui est fait. Oui, oui, il y a un site. Hein. Vous tapez École du patrimoine africain, vous trouverez tout ça. D'accord, On a fêté les 25 ans l'année dernière, donc voilà. d'accord. Mais moi, je n'y suis plus. Je suis revenu au pays. Oui, Mais de temps en temps, on a des formations qui continuent en ligne et tout. oui. Voilà. Le site, c'est École du patrimoine africain, c'est ça? Voilà. Ok, École du patrimoine africain. C'est à Porto Novo, au Bénin. d'accord. Ok. Voilà. En Sinon, tout cas, quand ça... Oh, pardon. vous m'écrivez et puis je pourrais vous donner tout ce qu'il y a comme information, contacter le directeur et autres qui sont là-bas, les D'accord. collègues qui pourront vous dire ce dont vous avez besoin et qu'est-ce que vous pouvez faire avec eux. Est-ce Voilà. qu'on a votre adresse mail? Oui, c'est Kidibas, comme vous l'entendez, mais Kidiba avec S à la fin, 61@gmail.com. Kidibas, donc Oui, Kidiba comme vous l'entendez, mais vous mettez S, oui, 6161 oui. gmail.com. Voilà. Ou mon WhatsApp aussi. Le D'accord. WhatsApp, c'est le 242 Oui. 242 05 521 63 83. Voilà, 63, madame. 80. 83 D'accord. 63 83. Mais je serai aux États-Unis sous peu parce que je suis invité par des amis là-bas pour aller présenter, faire certaines communications sur tout ce que je connais, sur les forêts sacrées, sur beaucoup de Ah, choses. d'accord. Voilà. Où ça, aux Voilà. États-Unis? C'est en Californie. C'est en Californie. Ma tundra. Ça Voilà. va Peut-être quand? avec un peu de chance, peut-être que concernant les forêts sacrées, Monsieur Kidiba nous fera le plaisir de faire une communication là-dessus Il n'y a pas de également souci. à l'occasion. Pas de souci. Madame Tama, je pense que vous vouliez dire quelque chose quand je vous ai Non, interrompu. pardon, je demandais juste c'était quand ce qui me D'accord. disait les États-Unis. Pardon? Pour les États-Unis, c'est quand, vous avez dit? Ils vont fixer la date sous peu. Nous sommes encore en pourparlers. D'accord. Je vous laisse le mot de la fin, Monsieur Kidiba, si vous Mot de pouvez. la fin, une fois de plus, merci beaucoup, Monsieur Foulélé, pour ce travail de mémoire que nous ne cessons de faire. Nous espérons que ça ne tombe pas sur les oreilles de sourds et que l'Afrique puisse en profiter, l'Afrique d'abord, mais nous avons un travail à faire avec la diaspora qui veut quand même savoir d'où sont venus leurs ancêtres. C'est des ponts virtuels que nous devons mettre entre l'Afrique et notre diaspora. Je crois que c'est un travail qu'il faut faire et il est utile pour l'avenir de l'Afrique. Voilà, merci beaucoup. Très D'accord. bien. Merci également. Merci également. On va conclure. Je vous souhaite à tous et à toutes et à tous, on va dire, et une très bonne journée, une très bonne soirée, et à très bientôt. Au Merci. Merci. revoir. Merci. Merci pour l'attention accordée à notre invité. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et cliquer j'aime à la vidéo de votre choix. Et Sibla vous remercie et vous dit à bientôt sur notre chaîne.